Benjamin Netanyahou est à Amman où il rencontre actuellement John Kerry et le roi Abdallah de Jordanie. Il s'agit de faire baisser les tensions concernant le dossier de Jérusalem. Mahmoud Abbas a également rencontré le secrétaire d'État américain un peu plus tôt dans la journée. L'Égypte visée par une série d'attentats. Le plus meurtrier a eu lieu dans le Sinaï. Il a fait 5 morts. Le métro du Caire et l'ambassade égyptienne en Libye ont également été visés. La crainte d'une guerre totale entre l'Ukraine et la Russie, mise en garde des Occidentaux à Moscou, de nouvelles sanctions pourraient être décidées. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Et si la diplomatie reprenait le dessus ce soir, en tout cas, rencontre surprise imprévue à Amman entre le roi Abdallah de Jordanie, le secrétaire d'État américain John Kerry et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est rendu sur place il y a de cela quelques heures. Vous le voyez sur ces images au moment où il s'envolait pour Amman à bord de son hélicoptère. Et la rencontre a lieu en ce moment même. Mahmoud Abbas était également à Amman aujourd'hui. Il a rencontré John Kerry un peu plus tôt dans la journée, des discussions qui vont peut-être réussir à faire baisser la tension à Jérusalem, notamment où il y a eu de nouveaux affrontements aujourd'hui, de nouvelles tentatives d'attentats au couteau ont également été déjouées ces dernières heures. On en parlera dans un instant. Je salue tout d'abord Ari Avider, bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël. Vous êtes avec nous, avec Dror Even Sapir également, bonsoir, analyste politique sur i24 News, pour évoquer donc cette initiative diplomatique, ces retrouvailles en quelque sorte pour des acteurs qui se connaissent très bien. These decisions to expand construction have the potential to exacerbate this difficult situation on the ground, and they will not contribute to efforts to reduce the tensions. Alors on va aller comme promis à Jérusalem retrouver Cyril Amar qui est sur place. Bonsoir Cyril, on va avec vous d'abord évoquer ce qui est en train de se passer à quelques kilomètres de là finalement, à Amman, la capitale jordanienne, où Benjamin Netanyahou s'est rendu tout à l'heure, ce qui n'était pas prévu. Oui, Jean-Charles, bonsoir. La capitale jordanienne qui est depuis 48 heures, vous le savez, le théâtre d'un véritable ballet diplomatique. Le secrétaire d'État américain John Kerry, qui vous le savez est en tournée mondiale, eh bien, a effectué une escale impromptue à Amman, une escale qui n'était pas prévue pour y rencontrer le souverain hachémite Abdallah II de Jordanie, mais également le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Et cet après-midi, tardivement, on a appris que Benjamin Netanyahou était également convié ce soir à Amman pour une rencontre tripartite, une rencontre au sommet avec le souverain hachémite et avec le secrétaire et le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Alors quel est l'objectif de cette rencontre à 6 yeux? Eh bien, c'est tout d'abord d'essayer de tenter de trouver tous les moyens pour restaurer la calmie et dissiper les tensions à Jérusalem. Mais autre objectif, second objectif, mais peut-être pas objectif secondaire, c'est également de créer les conditions propices à la relance des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Alors il faut bien rappeler, Jean-Charles, que cet entretien intervient alors que les relations israélo-jordaniennes sont au plus bas. Rappel de l'ambassadeur jordanien à Tel Aviv pour consultation, saisine ou en tout cas menace de saisine du Conseil de sécurité par Amman pour protester contre les agressions israéliennes à répétition, je cite, à Jérusalem. Et puis également aussi une rhétorique anti-israélienne particulièrement virulente de la part du Palais Royal. Alors Benjamin Netanyahou s'y était pourtant pris à 2 reprises pour tenter de rassurer le voisin jordanien. Une première fois, selon la presse arabe, il s'était rendu à Amman il y a une quinzaine de jours pour une rencontre en tête-à-tête avec le souverain hachémite. Et plus récemment, la semaine dernière, un entretien téléphonique dans lequel Benjamin Netanyahou a voulu une nouvelle fois rassurer. Non, Israël n'a pas l'intention de modifier
modifier le statu quo sur l'esplanade des mosquées au mont du Temple. Binyamin s'est donc pris à 2 reprises, jamais 203. Peut-être que la médiation américaine, cette fois-ci, réussira là où le dialogue direct, lui, a échoué. Alors, il faut évoquer évidemment ce qui se passe à Jérusalem, où vous vous trouvez, Cyril Amar, puisque la tension n'a pas disparu. Il y a eu des clashs encore aujourd'hui entre la police et des manifestants, et puis des tentatives également d'attentats qui ont été déjouées. Absolument, une nouvelle journée de violence à Jérusalem, même si elle a été circonscrite au seul quartier d'Issaouia, au nord-est de la ville. Des heurts ont éclaté ce matin, vous l'avez dit, entre jeunes émeutiers palestiniens et gardes frontières israéliens. Eh bien, bilan de ces émeutes, un enfant palestinien de 11 ans a été grièvement blessé au visage. Il a reçu une balle en caoutchouc tirée par les gardes frontières et il a été transporté dans la partie occidentale de la ville à l'hôpital Shaaré Tzedek. Donc, hormis cet incident, il n'y a pas eu d'incident majeur dans la ville aujourd'hui, un calme relatif, mais la police, vous le savez, est très vigilante, elle reste sur ses gardes parce qu'elle prend très au sérieux le scénario de l'acte isolé, du loup solitaire, comme celui de cet homme, par exemple, qui a été interpellé cette nuit en possession d'un grand couteau et d'un tournevis. Il s'apprêtait, selon ses propres aveux, à se rendre à Jérusalem pour poignarder, selon ses dires, un chauffeur de bus dans la capitale. Voilà donc un calme relatif. Et puis à noter aussi, Jean-Charles, que les familles des auteurs des récents attentats ont reçu aujourd'hui un ordre de démolition de leur maison. La police s'apprête à démolir, donc suite aux décisions du cabinet de sécurité israélien, à démolir les maisons des auteurs des 2 attentats. Le premier, celui qui avait été perpétré à l'attentat à la pelleteuse au mois d'août dernier, et plus récemment la tentative d'assassinat contre Yehuda Glick, ce militant juif qui milite pour que les juifs aient le droit de prier sur le mont du Temple. Merci Cyril Amar pour ce point donc en direct de Jérusalem. Alors, Ari Avidor, c'est une surprise pour vous ou pas de voir que ce soir John Kerry réussit à rassembler, on va dire de nouveau, le côté israélien et puis un côté jordanien. Il n'y a pas les Palestiniens. Mais non, c'est pas réellement une surprise. C'est une mesure tout à fait normale de la part du secrétaire d'État d'essayer de réunir lors de son passage à Amman les protagonistes. Et pour essayer de restaurer ou d'essayer de décrisper la situation explosive qui existe aujourd'hui à Jérusalem. Je dirais qu'il y a un autre volet dans ces rencontres dont votre correspondant Cyril a fait état, c'est également de prendre soin de rabibocher les relations qui sont très importantes, qui sont cruciales, aussi bien pour nous que pour les Jordaniens, que pour les Américains, les relations bilatérales entre Israël et la Jordanie. Nous n'avons jamais été suffisamment sensibles à la sensibilité des Jordaniens vis-à-vis de la situation à Jérusalem. Il ne faut pas oublier que le roi de Jordanie, de par ce qu'il représente, par la dynastie dont il émane, il a la custodie des lieux saints musulmans, et que c'est quelque chose d'extrêmement sensible chez lui et au sein je dirais, du cabinet royal. Dror Even Sapir, cette rencontre, à quoi va-t-elle servir ? Oui, j'abonde dans le sens de M. Avidor, bien évidemment. Elle va servir à apaiser des tensions dont on a remarqué qu'elles sont même d'une moindre intensité ces derniers temps. Il y a eu des affrontements, comme nous l'a rappelé Cyril Amar à Jérusalem, mais dans un seul quartier de Jérusalem-Est, des tentatives d'attentats. Bon, il y en a, elles sont très fréquentes et il est très difficile comme on a dit à plusieurs reprises, d'empêcher des loups solitaires de prendre un couteau ou de transformer leur voiture en une voiture bélier, bien évidemment, mais on a tout de même l'impression que les tensions sont un petit peu retombées. Il n'y a quasiment plus d'émeutes dans le secteur arabe en Israël, moins d'émeutes à Jérusalem-Est. La Cisjordanie reste relativement calme. Apparemment, Mahmoud Abbas et ses forces de sécurité ont tout intérêt à ce que le calme règne en Cisjordanie. Donc on a l'impression que les tensions se sont un petit peu apaisées. Et puis aussi du côté israélien, je ne sais pas si vous avez remarqué, Jean-Charles, mais les députés Likoud ou les députés du parti de Naftali Bennett qui, de manière assez ostensible, montaient sur le mont du Temple pour affirmer leur volonté d'obtenir le droit d'y prier, eh bien, c'était quasiment quotidien il y a environ une quinzaine de jours. Ça n'est plus le cas maintenant.
apparemment Benjamin Netanyahou a donné un ordre assez strict à ses parlementaires, aux parlementaires de son propre parti et à ceux de la coalition, eh bien de s'abstenir de ce genre de gestes, parce que eh bien Netanyahou lui-même considère qu'effectivement c'est peut-être malvenu, peut-être que le temps n'est peut-être pas assez opportun pour ce genre de visite sur le mont du Temple, ce qui ne veut pas dire que les raisons qui font que la tension a été aussi vive ces derniers temps ont soudainement disparu. La situation reste encore explosive et elle inquiète suffisamment la Jordanie pour que la Jordanie ait demandé probablement aux Américains une rencontre tripartite de manière à ce que les choses soient encore plus claires qu'auparavant et que les Israéliens, par la voix de Benjamin Netanyahou, réaffirment tout à fait ouvertement et clairement qu'il n'est pas question de changer le statu quo sur le mont du Temple. Donc vous pensez qu'on va refermer ce dossier Jérusalem provisoirement, évidemment, ce soir? Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Je pense que la situation reste suffisamment explosive et dangereuse, et que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est à l'heure qu'il est sous pression lors de ces rencontres de la part du secrétaire d'État américain, aussi bien que de la part du roi de Jordanie. Il va réitérer, bien entendu, la position israélienne ou la position qui est la sienne, que le statu quo ne changera pas sur le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées. Mais ça, aujourd'hui, c'est largement insuffisant. Les Palestiniens, les pays arabes alentours et la communauté internationale tout entière, elle nous juge déjà depuis longtemps, non pas sur nos effets d'annonce, mais sur la réalité sur le terrain. Alors, je souhaite de tout cœur que ce que vous nous annonciez là soit réellement appliqué, qu'il n'y ait plus de députés extrémistes du parti même de Netanyahou, du Likoud, qui aillent faire des provocations sur le mont du Temple, et pas seulement des députés, même des ministres de son propre gouvernement. Alors je souhaite de tout cœur, donc, que le Premier ministre Netanyahou ait le contrôle total de la situation, ainsi qu'il pourra ainsi régler la situation. C'était aujourd'hui également pour Mahmoud Abbas un entretien avec John Kerry. Il était trop tôt, selon vous, pour qu'il participe à cette rencontre qu'il y a eu en ce moment avec le roi Abdallah et Benjamin Netanyahou? Il y a eu des rumeurs sur une éventuelle participation de Mahmoud Abbas à cette rencontre. Ça aurait été vraiment une très très grosse surprise, Jean-Charles. Étant donné le degré zéro de confiance qui règne entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou, étant donné les invectives que les deux dirigeants ont échangées au cours de ces derniers temps. Benjamin Netanyahou qui reprochait à Mahmoud Abbas d'inciter à la violence contre Israël. Et il faut dire que Mahmoud Abbas a joué un jeu dangereux, notamment en faisant parvenir une lettre de condoléances à la famille de l'auteur de la tentative d'assassinat contre le rabbin Yehuda Glick. Ça a été véritablement un geste forcément très mal perçu en Israël et qui a été interprété encore une fois comme une volonté de Mahmoud Abbas d'inciter à la violence anti-israélienne. Ce qui est sûr, c'est que Mahmoud Abbas, encore une fois, joue un double jeu tout à fait périlleux et qu'il est soumis probablement à des pressions de la part de membres de son propre parti, le Fatah, pour qu'il muscle son discours, peut-être même pour qu'il islamise son discours. On a eu l'impression effectivement que Mahmoud Abbas utilisait une rhétorique de plus en plus religieuse dans le contexte des tensions autour de Jérusalem et autour du mont du Temple. Mahmoud Abbas lui-même qui a accusé les Israéliens de vouloir mener une guerre de religion justement autour des lieux saints à Jérusalem. Donc par conséquent, le ton a monté entre Israéliens et Palestiniens. Et lorsqu'on apprend que l'un des buts de la rencontre tripartite aujourd'hui, ce soir à Amman, c'était aussi de réfléchir aux éventuelles modalités d'un éventuel et très hypothétique retour à la table des négociations, peu de gens y croient tout de même, étant donné le climat très mauvais. Et puis on rentre encore une fois en période préélectorale en Israël, ça s'y prête pas. Ça, je pense que c'était dans le communiqué du bureau du Premier ministre ici à Jérusalem qui voulait donner l'impression de normalité de cette rencontre. Mais je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose d'incroyablement surprenant pour que Mahmoud Abbas accepte de venir participer à cette rencontre ce soir. Il est, comme vous l'avez dit, dans une posture d'accusation vis-à-vis d'Israël.
il est dans cette position tout à fait inconfortable d'être remis en question au sein de la rue palestinienne. Il doit confronter le péril du Hamas au sein même du peuple palestinien. Et je crois qu'en ce qui nous concerne, on ne lui a pas fait trop de cadeaux ces derniers mois. Et il est soumis, encore une fois, à des pressions à l'intérieur de son propre parti, le Fatah, pour qu'il mette un terme à la coopération sécuritaire avec Israël. Coopération sécuritaire avec Israël à laquelle tient le président de l'autorité palestinienne pour l'instant, mais les pressions se font de plus en plus vives, encore une fois à l'intérieur de son propre parti, pour que cette coopération sécuritaire cesse. Et là, ce serait vraiment, si Mahmoud Abbas ne résiste pas à ces pressions internes, on entrerait véritablement dans une autre phase des relations israélo-palestiniennes. Et là, on pourrait effectivement craindre que toutes les digues soient rompues et que l'on rentre dans une situation de conflit ouvert avec le Hamas et aussi avec l'autorité palestinienne. Et je pense que pour l'essentiel, en ce qui le concerne, je pense qu'il est aujourd'hui totalement pessimiste, qu'il n'a pas le moindre espoir d'arriver ou de promouvoir quoi que ce soit vis-à-vis de Benjamin Netanyahou. Je pense que c'est sa conviction profonde, hélas. Ouais. Sa stratégie aujourd'hui, c'est celle de l'unilatéralisme diplomatique avec ses démarches auprès des instances internationales. Et puis on a vu que de plus en plus, qu'un nombre de plus en plus important de pays occidentaux, de pays européens, abondaient en son sens en reconnaissant unilatéralement l'État palestinien. On a cité bien évidemment le cas de la Suède, le Parlement britannique, le Parlement français à la fin du mois qui va se prononcer. Ce sera un vote symbolique qui n'engagera pas la France en tant qu'État, mais tout de même on a l'impression que cette stratégie palestinienne de l'unilatéralisme diplomatique porte ses fruits de plus en plus. Donc on voit mal comment Mahmoud Abbas pourrait y renoncer. Ouais. Alors, vous restez avec nous tous les deux. On parlait tout à l'heure évidemment de cette question de Jérusalem qui est au centre de cette réunion tripartite de ce soir. Ils sont 4, vous le voyez sur cet écran derrière moi, mais seulement 3 à participer à la réunion. Mahmoud Abbas, lui, était à Amman un peu plus tôt, mais il n'est pas ce soir, en tout cas pas à notre connaissance, autour de la table, donc avec John Kerry, le roi Abdallah de Jordanie et Benjamin Netanyahou, pour évoquer donc la situation à Jérusalem, situation sécuritaire à Jérusalem qui inquiète au sein même des forces de sécurité israéliennes, car il ne s'agit pas de montrer du doigt uniquement que les extrémistes palestiniens. Explication, Cyril Amar. Scène de vie désormais quotidienne à Jérusalem. Ce matin encore, dans le quartier d'Issaouia, au nord-est de la ville, des heurts ont éclaté entre émeutiers palestiniens et gardes-frontières israéliens. Gaz lacrymogène et grenades assourdissantes répondent aux jets de pierre. Après l'été meurtrier, l'hiver refuse toujours de refroidir les ardeurs dans la ville 3 fois sainte. Des tensions qui subsistent le matin même où se déroulait la cérémonie de passation de pouvoir au district de police de Jérusalem. Pour établir le calme dans la capitale, le chef sortant, le major général Yossi Parianti, a sa petite idée. Je crois de tout mon cœur que si les incidents autour du mont du Temple s'apaisent et que l'on traite comme il se doit les extrémistes des deux bords, le calme sera rétabli à Jérusalem, même si cela doit prendre un certain temps. Un optimisme que ne partage pas le ministre de la Sécurité intérieure, Yitzhak Aharonovitch. Je l'ai dit et je le répète, la période que nous traversons n'est pas simple. C'est une période de terrorisme populaire qui vise en premier lieu Jérusalem. Mais nous avons été témoins de ce qui s'est passé dans le Gush Etzion et à Tel Aviv. Et je suppose qu'il y aura d'autres incidents et d'autres attentats. Je le suppose tout en espérant me tromper. Hier, le ministre a annoncé son intention de renforcer la supervision des fidèles, juifs ou musulmans, sur l'esplanade. Pour ce faire, il n'entend lésiner sur aucun moyen. Détecteurs de métaux et autres scanners biométriques seront déployés dans les prochains jours. Première épreuve demain, jour de prière musulmane, pour un énième vendredi sous haute tension. Alors, c'est vrai que cette esplanade qui suscite autant de passion va continuer d'être un endroit sensible, quoi qu'il arrive. On est au cœur du problème, là, Aria Vidor ? Absolument. Vous avez 1,3 milliard d'êtres humains qui sont des musulmans de par le monde, qui ont une sensibilité tout à fait particulière vis-à-vis de cet endroit précis. Et je pense que c'est quelque chose que l'on doit tenir en compte.
Mais quel statut finalement donner à cet endroit si on doit négocier un jour? Dans le cadre d'un règlement final, il y a des solutions créatives qui ont été élaborées par beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans des dossiers, dans des tiroirs qu'on pourrait réouvrir le moment venu. Il faut être très créatif de ce côté-là. Et ne pas... Je pense que la pire des choses, c'est que chacun se replie sur ses propres slogans. Et là, on n'arrivera à rien. On arrivera à la situation qui est la situation présente et qui est tout à fait explosive. Ouais. Dror Ben-Sapir, sur ce... La question est de savoir dans quelle mesure, lorsque les juifs israéliens, un certain nombre, demandent à avoir le droit de prier tout simplement sur le mont du Temple ou esplanade des mosquées, dans quelle mesure cette demande doit être forcément considérée par les fidèles musulmans comme étant une provocation. Il ne s'agit pas de détruire la mosquée d'Al-Aqsa ou le dôme du Rocher pour y rétablir un éventuel troisième temple de Jérusalem, à part quelques fanatiques. Personne ne brandit ce programme-là. Le droit de prier sur le mont du Temple, qui est tout de même un lieu sacré pour le judaïsme, le lieu le plus sacré en fait pour le judaïsme, n'est peut-être pas une demande aussi saugrenue qu'elle pourrait avoir l'air dans l'esprit de certains fidèles musulmans. Est-ce qu'on ne peut pas parvenir tout de même à un modus vivendi? C'est vrai que le mont du Temple dans l'éthos national israélien a davantage d'importance qu'il y a quelques années. C'est vrai qu'un parti originellement laïque comme le Likoud accorde davantage d'importance à la centralité du mont du Temple dans l'éthos national israélien. Alors après, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. On peut s'en réjouir ou on peut le regretter. Mais est-ce qu'un modus vivendi, un nouveau compromis, une adaptation du statu quo n'est pas une chose tout à fait impossible à concevoir? La question va se poser. Ouais. Cette aspiration à prier sur le mont du Temple, elle est même remise en question de manière... par les autorités rabbiniques israéliennes. Par les autorités rabbiniques et par les communautés ultra-orthodoxes de Jérusalem, qui sont la majorité des communautés croyantes juives à Jérusalem. Elle n'est revendiquée que par un petit groupe de nationalistes religieux. Et pour des raisons purement, à mon avis, politiques. Et je pense que la faculté de pouvoir prier n'importe où à Jérusalem, on la trouvera le moment venu dans le cadre d'un accord global tel que celui qui, comme je vous l'avais dit, a été concocté par des gens qui avaient pensé à ces choses-là aussi à l'époque, lors de la période du processus de paix. Alors si on évoque maintenant la situation plus largement en Cisjordanie et puis à Gaza, parce que là aussi il y a quand même une inquiétude à avoir. On sait qu'aujourd'hui le Hamas tient par exemple une grande manifestation avec des hommes en armes de nouveau, qu'il y a peut-être des craintes de voir de nouveau ce conflit se réveiller parce que on sait aujourd'hui que le Hamas est sans doute à l'origine de ce dynamitage, de ces attentats qui ont été commis contre des membres des maisons du Fatah à Gaza il y a quelques jours. Ça veut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui d'unité palestinienne. Ça, c'est inquiétant ou pas, Dror Ben-Sapir, pour la suite des négociations éventuelles? Le fait qu'il n'y ait plus d'unité palestinienne véritable, le fait qu'entre le Hamas et le Fatah, on soit revenu une énième fois d'ailleurs, parce que ce n'est pas la première fois que les tentatives d'union entre les deux frères ennemis palestiniens tournent court, eh bien tout simplement, ce n'est qu'une étape supplémentaire ou plutôt un nouveau clou planté dans le cercueil d'un éventuel accord sur le long terme concernant la bande de Gaza, parce que les choses sont bloquées avec un pouvoir égyptien qui ne veut pas tout à fait, et qui est de ce point de vue-là à l'unisson d'Israël. L'Égypte du maréchal Al-Sisi et Israël ne veulent pas, et avec d'excellentes raisons, faire en sorte que le Hamas sorte vainqueur du conflit de l'été dernier, en renforçant sa mainmise sur la bande de Gaza et en pouvant en fait se réarmer. L'accord pour l'instant sur le long terme entre Israël, l'Égypte et le Hamas et l'autorité palestinienne, eh bien, il bute sur l'épineuse question des points de passage, donc en d'autres termes sur le contrôle de ce qui peut rentrer et de ce qui ne doit pas rentrer dans la bande de Gaza, des matériaux qui peuvent être éventuellement utilisés par le Hamas pour reconstituer son arsenal de missiles. Et les choses sont bloquées, le Hamas est à nouveau acculé.
Et par conséquent, il peut potentiellement être dangereux, même si son arsenal de missiles, bien évidemment, après le conflit l'été dernier, n'est pas ce qu'il était. Mais le Hamas, on le sait, s'efforce à le reconstituer. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Pour ma part, je ne vois pas non plus la possibilité de finaliser les accords dont il était question à la fin de l'opération, vu les éléments que vous nous avez décrits. Ouais. Alors on va retrouver justement à Jérusalem Cyril Amar, avec qui on discutait tout à l'heure de cette situation diplomatique et de ces tensions. Cyril, un dernier mot justement avec vous sur ce qui arrive demain, parce que c'est vendredi, on le sait, c'est traditionnellement le jour où sur cette esplanade ont lieu les incidents. Oui, vous avez raison, hein, Jean-Charles, de le rappeler, un vendredi sous haute tension. Le vendredi, c'est le jour de la prière hebdomadaire pour les musulmans. C'est également l'entrée du Shabbat, du jour hebdomadaire dans le judaïsme. Donc, les passions se déchaînent souvent ce jour-là. Et la police, d'une semaine à l'autre, décide de limiter ou non l'accès à l'esplanade des mosquées à un certain âge. Alors, il y a 2 semaines, lorsque les tensions étaient à leur comble, mais lorsque les attentats faisaient ravage dans la capitale, la police avait décidé d'imposer des restrictions très sévère, très rigide à l'égard des fidèles musulmans. L'accès à l'esplanade était réservé aux plus de 50 ans. Des mesures d'allègement ont été prises la semaine dernière en décidant de limiter l'accès à l'esplanade aux plus de 35 ans. Reste à savoir si demain les restrictions seront aussi sévères ou aussi souples. On verra. On s'est entretenu tout à l'heure avec le porte-parole de la police, Mickey Rosenfeld, qui nous a annoncé qu'il faudra attendre 22h ce soir pour connaître les restrictions. Vous savez, ce sont des restrictions qui sont ajustés ou sont réajustés en fonction des informations qui parviennent à la police, des informations en provenance généralement des services de sécurité intérieure, des informations sur l'intention de jeunes émeutiers palestiniens de provoquer des troubles à l'ordre public. Merci Cyril Amar pour ce point en direct de Jérusalem. Merci à Aria Vidor d'être venu ce soir dans ce studio, ancien ambassadeur d'Israël. On ne sait pas encore ce qui va ressortir de cette réunion, qui n'est peut-être pas terminée d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas eu de communiqué encore. Merci Dran Evan Sapir. Mais on vous tient informé de ce qui est en train de se passer à Amman, réunion tripartite entre Benjamin Netanyahou, John Kerry et le roi Abdallah II de Jordanie. Dans un instant, on ira en Égypte justement, puisqu'il y a eu une série d'attentats qui ont visé les autorités et les forces de sécurité égyptiennes ces dernières heures. Restez avec nous, après une pause, on revient. Rencontre tripartite actuellement à Amman en Jordanie entre John Kerry, Benjamin Netanyahou et le roi Abdallah II. Il s'agit de faire baisser les tensions sur la question de Jérusalem. Mahmoud Abbas a lui rencontré séparément le secrétaire d'État américain un peu plus tôt dans la journée. L'Égypte, visée par une série d'attentats, le plus meurtrier dans le Sinaï, a fait 5 morts. Le métro du Caire et l'ambassade égyptienne en Libye ont également été visés. On y revient dans un instant. Et puis la crainte d'une guerre totale entre l'Ukraine et la Russie, mise en garde des Occidentaux à Moscou après l'entrée de nouvelles troupes et de matériel à la frontière est entre l'Ukraine et la Russie. L'Égypte a donc été visée par une série d'attentats ces dernières heures. Explosion dans le métro du Caire qui a fait au moins 16 blessés, une attaque dans le Sinaï qui a tué 5 soldats et policiers, et puis même un navire de la marine égyptienne qui a été pris pour cible. À Berdugo. L'Égypte, cible d'une série d'attaques ce jeudi. Au Caire, l'explosion d'une bombe assourdissante a semé la panique dans un wagon de métro. Elle a provoqué une bousculade qui a fait 16 blessés. Par ailleurs, 2 policiers et 3 soldats ont été abattus par des hommes armés dans le nord de la péninsule du Sinaï, où l'armée lutte depuis plusieurs mois contre une insurrection djihadiste. Il y a quelques jours, Ansar Bet al-Maqdes, principal groupe djihadiste du pays, a d'ailleurs fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. Ces attaques surviennent au lendemain de l'assaut d'une vedette de la marine. Elle a été attaquée au large de la province de Damiette, au nord-est du pays. 8 militaires sont toujours portés disparus. Des zones d'ombre subsistent sur les circonstances de l'assaut du navire par des hommes armés, un assaut qualifié de terroriste par les autorités.
Le pouvoir égyptien visait sur son propre territoire, mais également en Libye. 2 voitures piégées ont explosé près de l'ambassade d'Égypte et de celle des Émirats arabes unis à Tripoli, faisant au moins 1 blessé. La voiture piégée était garée dans un parking proche de l'ambassade. Les vitres de la chancellerie ont été brisées. Des voitures garées à proximité ont également été endommagées. Le ministère des Affaires étrangères égyptien a condamné l'attaque, qu'il a qualifiée de terroriste. Selon Le Caire, les violences en Libye font planer le doute sur l'efficacité d'un dialogue avec des groupes terroristes qui refusent de renoncer à la violence. Il y a quelques jours, les États-Unis annonçaient l'envoi de renforts militaires en Irak. Officiellement, il s'agit de conseillers militaires, mais il semble bien que les États-Unis soient en train de réorienter leur stratégie contre les djihadistes de l'État islamique. En Syrie, ils envisageraient ainsi d'accélérer le départ du président Assad pour faciliter leur lutte contre l'UI. Elliot Schenberg avec Julia Ganancia. La stratégie américaine pour lutter contre l'État islamique prend-elle une nouvelle direction? Un haut responsable de la sécurité iranien confirme, Téhéran a répondu aux lettres envoyées par le président des États-Unis Barack Obama. Une première reconnaissance d'un tel échange entre les 2 pays. La lettre d'Obama adressée au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est une nouvelle étape importante dans le dégel des relations irano-américaines. Mais personne ne l'avoue publiquement. Cette lettre décrirait les intérêts communs qu'ont les 2 nations à combattre les militants de l'État islamique, à condition que l'Iran accepte de limiter son programme nucléaire. De plus, les États-Unis auraient assuré à l'Iran qu'ils ne bombarderaient pas les forces de son allié, le président syrien Bachar al-Assad. Mais déjà, on relève certaines contradictions dans le plan d'Obama. Des sources anonymes ont révélé à CNN qu'Obama avait demandé à ses conseillers de revoir sa politique syrienne, une décision qui survient après que l'administration Obama ait estimé qu'il ne serait pas possible de vaincre les militants de l'État islamique sans renverser le président syrien. The lack of an Assad effort is something that's actually holding back additional momentum in Syria right now. Les États-Unis avaient mis en place une stratégie visant en premier lieu les combattants de l'État islamique en Irak, une manœuvre censée permettre aux Américains d'entraîner par la suite les rebelles syriens modérés pour vaincre l'État islamique en Syrie. Mais les rebelles de l'armée syrienne libre s'avèrent incapables de lutter sur 2 fronts en même temps, avec les forces d'Assad d'un côté et l'État islamique de l'autre. À présent, on se demande au Pentagone si ce n'était pas là un mauvais calcul. Les États-Unis envisagent toutes les options dans la lutte contre les groupes terroristes. Quant aux détracteurs d'Obama, il dénonce son inconstance face à ses alliés, ce que réfutent ses partisans pour qui Obama se montre tout simplement pragmatique, à l'instar des grands leaders américains. Et justement, l'État islamique vient de diffuser ce soir un enregistrement sonore de son chef al-Baghdadi, dont on pensait qu'il avait peut-être été tué lors d'un récent raid américain sur l'Irak. Le chef de l'EI ne fait pas mention de ce raid, mais il évoque des événements survenus postérieurement à cette attaque, ce qui semble donc confirmer qu'il n'ait pas été éliminé, et il appelle même à une guerre terrestre avec les forces de la coalition, dont les Américains. Il y a quelques jours, on vous en parlait sur cette antenne, c'était le 10e anniversaire de la disparition de Yasser Arafat. Et bien à cette occasion, sa veuve, Soi Arafat, vient de donner une interview étonnante à un journal italien. Ses propos sont particulièrement étonnants. Nadia Ellis, on va en parler avec vous. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv, spécialiste dans l'analyse du discours. Discours étonnant, je le disais, ou propos étonnants de la veuve d'Arafat, car non seulement elle appelle à la fin de la lutte armée pour les Palestiniens en disant que cela ne va mener à rien, mais surtout, elle s'en prend au Hamas en disant qu'il est en quelque sorte responsable d'un génocide du peuple palestinien vivant à Gaza. Tout à fait. Alors effectivement, aujourd'hui, je voulais analyser cette interview, ce texte, et notamment cette affirmation par rapport au génocide qui se passe à Gaza. Et je suis donc allée chercher le texte original, étant donné que, vous savez, l'italien, c'est ma langue maternelle. Donc j'ai voulu lire cette interview en italien. Et j'ai effectivement découvert des propos très étonnants, une femme très équilibrée qui parle justement de l'inutilité de cette lutte armée et qui aussi dit à un certain moment personne ne doit remettre en discussion le droit d'Israël à exister. Et au fur et à mesure qu'elle avance au sein de l'interview, elle parle aussi de la haute responsable des affaires étrangères de l'Union européenne qui s'appelle Federica Mogherini, donc une autre italienne qui était il y a quelques jours à Gaza et qui a tenu des propos qui ont été reportés par la presse internationale et des propos qui étaient très durs par rapport à Israël.
Et justement, la femme d'Arafat dit « Je suis d'accord avec ce que Federica Mogherini a dit et je suis vraiment d'accord avec sa position par rapport à Israël. » Or, les propos qui avaient été traduits dans la presse, notamment italienne, mais aussi française, étaient que le monde ne tolérerait pas une autre guerre de Gaza et que donc Israël devait reconnaître un État palestinien. Et je reviens sur cette phrase parce que c'est la phrase clé, le monde ne tolérera pas une autre guerre de Gaza. Et je trouvais ça étonnant, d'un côté donc la femme d'Arafat qui est très modérée et qui parle du droit à l'existence d'Israël, et de l'autre côté donc cette femme qui dit que le monde ne peut pas tolérer les actions d'Israël. Et donc je suis allée rechercher les propos originaux de Federica Mogherini. Et il se trouve qu'en fait ces propos ont été traduits très mal. Parce que finalement, elle n'avait absolument pas dit que le monde ne tolérera pas une autre guerre de Gaza. Au contraire, elle avait dit que Gaza ne peut pas se permettre une autre guerre et le monde non plus. Donc elle parlait en fait, le contexte était la reconstruction de Gaza, le fait que l'Union européenne est en train de donner des fonds pour reconstruire Gaza, qu'il faut faire ça vite. Et donc dans ce contexte, Gaza ne peut pas se permettre une autre guerre, évidemment, parce que ce serait encore de la destruction et des vies humaines, des pertes de vies humaines. Donc finalement, à partir du moment où j'ai pu retracer les propos originels de la femme d'Arafat, mais aussi de Federica Mogherini, je me suis rendu compte que ça avait été traduit de manière à faire croire que la position de la haute responsable des affaires étrangères en Europe est contre Israël, ce qui n'était pas le cas. Et voilà, je voulais que les spectateurs d'I24 réfléchissent au danger de la traduction et au fait que quand on parle d'Israël, ça arrive parfois de traduire de manière à faire croire qu'on est contre Israël, même quand ce n'est pas le cas. Et qu'il est donc important de réfléchir, de regarder plusieurs sources et d'essayer de comprendre que ce n'est pas toujours ce qu'on fait croire. Merci Nadia Elil, donc chercheuse à l'université de Tel Aviv et spécialiste dans l'analyse du discours. Alors on parlait du Hamas à l'instant, une manifestation avait lieu ce soir à Gaza justement organisée par le Hamas et le Hamas menace d'une nouvelle explosion si l'obstruction à la reconstruction de Gaza et le blocage continue. Netanyahou, lui, a dû taper du poing sur la table depuis hier pour stopper un grand déballage sur la place publique en Israël entre les services de renseignement, le Shin Bet et l'armée. Le Shin Bet accusant Tsahal de ne pas avoir tenu compte d'une mise en garde sur un possible conflit à Gaza dès le mois de juin dernier. Mais il semble que chacun veuille mettre de l'eau dans son vin. Mathias Inbar avec Maël Benoliel. Elle est qualifiée de guerre des clans. La crise de confiance entre les renseignements militaires et les services de sécurité intérieure, le Shin Bet, a atteint son apogée. Du moins pour les médias israéliens. Une querelle qui n'est pas nouvelle, même si là aussi, les avis divergent. Alors en cette fois-ci, c'est très simple. Les services de renseignement militaire ont vendu d'informations comme quoi il y a un avion libyen qui transporte un architerroriste palestinien. L'avion est atterri en Israël. On ouvre les portes et on rentre dans l'avion et c'est finalement le secrétaire général du parti Baas syrien qui est là-bas, Abdallah al-Ahmar, et non pas l'architerroriste palestinien qu'on recherchait. Qui était responsable? Les militaires disaient que c'était la responsabilité du Mossad donc qui avait échoué, et le contraire naturellement. Les choses sont arrivées à être discutées au bureau du Premier ministre, et là-bas, les tensions étaient tellement hautes qu'ils sont presque venus à se donner des coups de poing. Ce qui s'est passé entre les deux services est plutôt rare. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Oui, je comprends que cela peut poser problème, mais cela n'affectera pas le travail au quotidien des services et surtout la manière professionnelle dont ils coopèrent. Cette nouvelle étincelle est attribuée à Ouvda, un magazine d'enquête de la deuxième chaîne de télévision israélienne. Pour la première fois, des hauts membres du Shin Bet en fonction se sont exprimés face caméra. En substance, ils affirment avoir prévenu à l'avance les renseignements militaires de l'imminence du récent conflit à Gaza. Réponse quasi instantanée du chef d'état-major Benny Gantz, qui a envoyé une lettre de complainte à Binyamin Netanyahou. Ce dernier a réuni les deux hommes afin de calmer les tensions. Depuis, le patron du Shin Bet affirme n'avoir transmis aucune menace à l'armée. Bref, entre scandale et guerre des égos, les deux unités s'accordent sur un seul point, c'est le Hamas qui tire profit de cette crise sécuritaire. Si j'étais moi de l'autre côté, j'aurais bien sûr souri, j'aurais dit voilà, c'est une preuve supplémentaire du fait de l'échec d'Israël pendant la guerre. It's not looking good. Yes. Oui, ce n'est pas bon. 2 juifs, 3 versions, rajouter en plus les caméras et cela donne un mauvais résultat. On the TV, Et cela ne s'arrête pas là. Nouvelle guerre des clans en vue.
Les renseignements intérieurs sont accusés de n'avoir pas suffisamment informé les services de police sur le risque d'attentats, les émeutes à Jérusalem et en Cisjordanie. Alors justement, le Hamas, on s'y intéresse encore ce soir, mais sous un angle économique inattendu cette fois. Bonsoir Lionel Friedfeld. Bonsoir Charles. Vous êtes analyste financier et le magazine américain Forbes vient de publier une sorte de classement des organisations terroristes les plus riches du monde et le Hamas est surprenamment deuxième. Alors effectivement en deuxième position avec 1 milliard de chiffre d'affaires entre guillemets, bien entendu. Comme une entreprise en fait. C'est exactement comme une entreprise, une multinationale de la terreur et en fait ils reçoivent leur financement principalement, on s'en souvient, des tunnels qui étaient entre l'Égypte, la bande de Gaza et Israël, puisqu'il y avait une taxe de 20% sur chaque produit. Et en fait, également, ils détournent l'argent international qui provient de l'Union européenne, des États-Unis, des pays arabes, et qui vont en fait dans les poches du Hamas. Et également, le Hamas fait du trafic en tout genre. On s'en souvient notamment des migrants qui viennent d'Afrique pour venir travailler en Israël. En fait, sont retrouvés dans le Sinaï morts. On prenne leurs organes qui sont vendus. Et c'est une ONG italienne qui avait dénoncé ces méfaits, comme des méfaits de trafic de drogue et de diamants. La CIA, dans un rapport de 2010, dit que le Hamas est vraiment actif dans ces domaines. Alors, autre organisation terroriste qui ramasse beaucoup d'argent en ce moment, et on en parle, c'est l'État islamique. Hein. Alors effectivement, numéro 1 de cette position, en fait, de ce classement, l'État islamique était au départ financé par l'Arabie Saoudite, notamment et le Qatar, en fait, a su diversifier ses sources de financement, mettant la main sur du pétrole, notamment en Irak et puis en Syrie, même si le cours du pétrole est descendu à $80, ça fait encore beaucoup d'argent. Et aussi, il y a d'autres trafics en tout genre, d'antiquités, mais également, l'État islamique a mis la main sur une banque et a fait en fait un braquage à la banque, quasiment 400 millions de dollars pour l'État islamique. Voilà, même si les États-Unis affirment que désormais, avec les frappes, les baisses de revenus pétroliers sont sensibles, ne donnent pas de chiffres, mais apparemment beaucoup moins de revenus pétroliers aujourd'hui pour l'État islamique. Alors, effectivement, sauf qu'ils ne vendent pas évidemment officiellement sur les marchés internationaux et c'est un trafic qui va notamment en Turquie. Merci Lionel Friedfeld, donc classement étonnant à retrouver dans le magazine Forbes. L'Europe et l'OTAN veulent accentuer la pression sur la Russie après que de nouvelles troupes russes soient entrées dans l'est de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie allemande va d'ailleurs se rendre très rapidement à Moscou. La crainte d'une guerre totale entre la Russie et l'Ukraine se fait un peu plus pressante. Julia Ganancien. La Russie, une nouvelle fois montrée du doigt par Kiev et les Occidentaux. Dans l'est de l'Ukraine, le cessez-le-feu instauré début septembre semble voler en éclats. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dont les observateurs sont déployés sur le terrain, confirme l'arrivée d'équipements militaires en Ukraine. Et pour l'OTAN, la Russie est derrière ces renforts. Aujourd'hui, nous avons toutes les preuves qui montrent que l'Ukraine est entourée par une énorme quantité d'armes et de troupes. Nous exigeons de la Russie, ici et maintenant, d'expliquer pourquoi elle a besoin de garder à nos frontières 200 chars, 1600 véhicules, 640 unités d'artillerie, 191 avions et 121 hélicoptères. Car ni l'Ukraine ni l'OSCE n'a d'explication à cette situation. Et les hostilités ont gagné en intensité depuis les élections organisées le 2 novembre dans les zones séparatistes. Un scrutin rejeté par Kiev et l'Occident, mais reconnu de facto par la Russie. Selon de hauts responsables ukrainiens, les troupes russes et les rebelles pourraient d'abord tenter de prendre la totalité des régions ukrainiennes de Donetsk et Lugansk, dont les séparatistes ne contrôlent actuellement qu'une partie, puis chercher à créer un couloir terrestre vers la péninsule de Crimée, annexée en mars par Moscou. Dans ce contexte, la pression internationale augmente sur la Russie, menacée de nouvelles sanctions, des sanctions qui ne l'empêchent pas d'agir pour l'instant. On ne peut pas parvenir à une solution politique si un seul acteur est engagé et on ne peut pas mettre en œuvre efficacement une feuille de route si certains manquent constamment de tenir leur parole. L'accord de Minsk a été négocié sous les auspices de la communauté internationale. En tant que tel, il doit y avoir des conséquences lorsque la Russie bafoue les engagements qu'elle a pris et continue de déstabiliser son voisin. Moscou dénonce de son côté des accusations sans fondement de l'OTAN et des tentatives de susciter un sentiment anti-russe en Europe. Il est tout à fait logique que les rebelles tentent de renforcer leur position dans des régions se trouvant constamment attaquées par les forces armées. Il semblerait qu'il y ait une telle peur des rebelles à Kiev qu'afin de justifier l'envoi massif vers le front d'hommes et d'équipements, ils font des déclarations à propos de Russes qui envoient des armes et des soldats vers le front. L'OTAN aussi évoque l'envoi de convois et de combattants russes, mais ça ne reflète pas la réalité sur le terrain.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'entretiendra le 18 novembre avec son homologue allemand à Moscou. L'un des thèmes abordés sera la situation en Ukraine. Depuis le début des hostilités en avril, 4000 personnes ont été tuées dans cette zone. En France, la justice va entrer en scène dans ce scandale politique dont on vous a déjà parlé sur cette antenne et qui oppose le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, à l'ancien Premier ministre François Fillon. Ce dernier est accusé par des journalistes d'avoir demandé à l'Élysée d'accélérer des procédures contre l'ancien président Sarkozy. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais ça l'est. Bonsoir Léa Berdugo. Bonsoir Jean-Charles. Alors, on est en train, semble-t-il, d'assister à une sorte de scandale d'État. Exactement, les accusations sont graves et elles provoquent énormément de remous au sein de la classe politique. Alors on le sait, François Fillon est en pleine campagne pour la présidentielle de 2017. Aurait-il tenté de discréditer Sarkozy dans sa course à la présidentielle en faisant pression sur Jean-Pierre Jouyet? C'est en tout cas ce qu'affirment deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Alors comment débute cette affaire? Eh bien, l'affaire éclate le 6 novembre lorsque le quotidien français publie quelques extraits du dernier livre des deux journalistes intitulé « Sarko m'a tué ». Lors d'un déjeuner, François Fillon aurait demandé à Jean-Pierre Jouyet d'accélérer les procédures visant Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, qui est une affaire de financement occulte de la campagne de 2012. Alors un passage en particulier fait polémique. Les journalistes affirment détenir un enregistrement dans lequel Jean-Pierre Jouyet confie que François Fillon lui aurait lancé la phrase suivante: mais tapez vite Jean-Pierre, tu as bien conscience que si vous ne tapez pas vite, vous allez le laisser revenir, alors agissez. Alors évidemment, vous vous en doutez bien Jean-Charles, que François Fillon nie tout en bloc. Il se dit même victime d'un complot. L'ancien Premier ministre qui a déclaré vouloir attaquer Jean-Pierre Jouyet en justice. Alors du côté de l'exécutif, eh bien c'est tout à fait différent. On soutient corps et âme Jean-Pierre Jouyet. Le Premier ministre Manuel Valls a dit refuser d'être entraîné dans la polémique et il a invité l'UMP à s'occuper de son propre linge sale. Je vous propose de l'écouter. Depuis 2012, Monsieur le Président, le temps est révolu. Les interventions et des pressions sur la justice à tous les niveaux. Et les temps, et vous avez du mal à l'admettre, ont changé. Le respect, le simple respect de l'indépendance de la justice, voilà notre règle constante. Voilà, donc soutien du pouvoir socialiste en place évidemment au secrétaire général de l'Élysée. En revanche, comment réagit l'UMP? Les réactions divergent. On a eu une accusation extrêmement grave de la part du président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, qui accuse Jean-Pierre Jouyet de forfaiture. D'autres se refusent à tout commentaire. Est-ce que M. Jouyet doit démissionner, comme l'a suggéré M. Jacob? Écoutez, j'ai surtout été intéressé par ce que je viens d'entendre sur l'arrivée de la sonde Philae sur Tchouri. Donc essayons de regarder un peu plus haut. Voilà, regardons un peu plus haut et regardons devant également, puisqu'il y a d'autres échéances à venir, judiciaires notamment. Oui, très bientôt, notamment demain. C'est à la justice maintenant de s'occuper de cette affaire. Demain à 18h, le tribunal de grande instance de Paris va examiner la copie intégrale de l'enregistrement de la conversation entre Jean-Pierre Jouyet et les deux journalistes du Monde. Alors, vous vous en doutez que c'est une affaire qui tombe au plus mal pour François Hollande, qui a un niveau extrêmement bas dans les sondages actuellement. Merci beaucoup Léa Berdugo, affaire évidemment à suivre. Le Canada vient de lever le dernier obstacle judiciaire à l'extradition du principal suspect dans l'attentat de la rue Copernic. Ce Canadien d'origine libanaise devrait donc se retrouver devant la justice française 34 ans après les faits. Léa Volbert. Il y a 34 ans, devant cette synagogue de la rue Copernic, une moto chargée d'explosifs faisait 4 morts et une quarantaine de blessés. Hassan Diab, ce Libano-Canadien de 60 ans, est le principal suspect de l'attentat de la rue Copernic. Il réside à Ottawa depuis plusieurs années. Ce jeudi, la Cour suprême du Canada a annoncé refuser de se saisir du dossier d'extradition d'Hassan Diab, ouvrant la voie à sa remise aux autorités françaises. Il faut que justice avance. On essaye de pousser les victimes à demander justice et ne pas vengeance. La France avait bien commandité l'arrestation d'Hassan Diab. Le Canada avait bien autorisé l'extradition vers la France. Mais la procédure a été suspendue par l'appel déposé quelques temps plus tard par le suspect. J'ai perdu mon papa dans l'attentat. J'avais 16 ans. Et voilà.
ça bouleverse toute votre vie. C'est l'occasion pour nous de voir une issue, enfin, et faire peut-être un véritable deuil de cette affaire. Le 3 octobre 1980, près de 300 fidèles sont réunis dans cette synagogue. À 18h40 précisément, alors que le grand rabbin Williams lit la prière des morts, une forte explosion retentit. Un passant, un motard, le gardien du bâtiment et une journaliste israélienne perdent la vie. Au Mexique, les parents des 43 étudiants disparus dans l'état du Guerrero ont décidé d'entamer une tournée à travers tout le pays pour obtenir enfin la vérité sur le sort de leurs enfants. D'autres étudiants, eux, ont choisi la manière forte. Ils ont brûlé la nuit dernière le siège du Parlement de l'état du Guerrero. Ce scandale est en train d'ébranler jusqu'au gouvernement fédéral du Mexique. Joseph Emmanuel. Un parlement régional incendié au Mexique par des enseignants. Les protestations montent d'un cran après l'annonce la semaine dernière du probable massacre des 43 élèves enseignants disparus. À l'appel d'un collectif réputé radical, des enseignants ont incendié mercredi le parlement de l'état de Guerrero dans le sud du pays. Ils avaient déjà procédé à des opérations spectaculaires comme la prise en otage pendant plusieurs heures du numéro 2 de la police régionale. Mais c'est l'annonce du ministre de la Justice en personne qui a fait basculer le mouvement. Il y décrit les vraisemblables derniers instants des victimes. Assassinés, leurs cadavres auraient été incinérés dans une décharge et leurs restes jetés dans une rivière. Un voyage vers l'enfer qui plonge le pays dans l'incompréhension et dans la stupeur. Le ministère de la Justice a fait savoir qu'il enverrait les restes à un laboratoire spécialisé en Autriche, mais les familles sont défiantes et ont fait appel de leur côté à une équipe d'experts argentins. Nous avons maintenant nos experts argentins. Ce sont des gens fiables car ils ont travaillé avec d'autres organisations sociales. Ils ont travaillé avec des gens que nous connaissons et en qui nous avons confiance, pas comme avec les enquêteurs mexicains. Ils viennent juste de dire qu'il y a de l'espoir car les restes trouvés dans les rivières ne sont pas ceux des étudiants. Aucune confirmation officielle dans une tragédie où l'étrange vient se mêler à l'une des plus violentes affaires des cartels mexicains. Les étudiants étaient venus manifester à Iguala, une ville connue comme étant celle de la parfaite symbiose entre police et narcotrafiquants. Ceux-ci auraient alors craint que les étudiants ne prennent pour cible l'un des personnages puissants de la ville, la femme du maire. Selon les enquêtes en cours, cette femme serait à la tête des finances de l'un des gros cartels de la ville. Son mari aurait exigé qu'on empêche cette manifestation à tout prix. La crise provoquée par la disparition des 43 étudiants est la plus grave pour Enrique Peña Nieto depuis son accession à la présidence du Mexique en décembre 2012. Le robot Philae a finalement réussi à s'accrocher à la comète sur laquelle il est posé délicatement depuis hier soir. L'opération peut donc se poursuivre et les toutes premières photos prises par ce robot ont été dévoilées. Leslie Rezoug. Soulagement pour la communauté scientifique après plusieurs heures d'angoisse. En équilibre précaire sur la comète Chury, le petit robot Philae fonctionne bien. Après un atterrissage périlleux mercredi, il lui a été impossible de déployer ses harpons. Son arrimage au sol est donc incertain pour le moment. De plus, les scientifiques rapportent qu'il se trouve sur une pente raide, dans un endroit peu ensoleillé, qui risque de lui poser problème pour la recharge de ses batteries. Malgré tout, Philae s'est d'ores et déjà mise au travail. 8 des 10 instruments embarqués à bord du module largué par Rosetta ont déjà été testés, voire activés. Le but de ces outils, forer la surface de la comète pour analyser la matière. Ces prélèvements devraient donner des informations sur les origines du système solaire, voire sur l'apparition de l'eau et de la vie sur Terre. Et l'optimisme reste malgré tout de mise. Les responsables du programme sont toujours en contact radio avec Philae via la sonde Rosetta. Doté de 6 caméras, le robot a d'ores et déjà pris des photos dans plusieurs directions. Sa mission devrait durer 2 jours et demi, mais Rosetta, elle, devrait poursuivre l'escorte de la comète Chury jusqu'au 13 août prochain. C'est à cette date que la comète passera au plus près de la Terre. Les Coupes du Monde de football 2018 et 2022 auront bien lieu en Russie et au Qatar. Malgré les soupçons de corruption et un rapport d'enquête diligenté par la FIFA, la commission d'éthique de la FIFA vient de confirmer aujourd'hui ces 2 attributions. Mais la procédure n'est peut-être pas terminée. Regardez. Le Qatar mis hors de cause. La FIFA a annoncé ce jeudi qu'elle ne réattribuerait pas la Coupe du Monde 2022 dont l'organisation avait été confiée à l'Émirat en 2010. S'appuyant sur le rapport Garcia rendu en septembre dernier, la Fédération internationale dénonce des comportements certes douteux de la part de 2 responsables de la délégation, mais pas de corruption.
Selon les enquêteurs, rien ne peut permettre de conclure que cela aurait pu compromettre l'intégrité du processus d'attribution. La commission d'éthique de la FIFA, présidée par Hans-Joachim Eckert, a donc conclu que le Qatar n'aurait pas violé le règlement des instances internationales. Si pour la fédération le dossier est clos, des critiques s'élèvent pourtant déjà. L'Angleterre d'une part qui a toujours dénoncé l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. D'autre part l'avocat et ancien procureur fédéral américain Michael Garcia, qui a travaillé 2 ans sur le dossier, a d'ores et déjà fait part de son mécontentement. Selon lui, les chiffres dévoilés dans son rapport et ses conclusions auraient pu avoir été manipulés par des responsables de la Fédération internationale. Se disant étonné du manque de réactivité de la FIFA, il a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision. Contrairement donc aux propos prêtés au président de la FIFA, Sepp Blatter, elle aura donc bien lieu au Qatar. Dernier point de discussion, toujours en cours, la période de l'année durant laquelle devrait se dérouler la Coupe du Monde. Voilà, et on va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct. Un débat consacré ce soir au changement envisagé de stratégie par les États-Unis pour lutter contre l'État islamique. Changement qui pourrait passer donc par une destitution accélérée du président Assad. Reste à savoir avec quels moyens, de quelle façon, et puis comment tout cela peut s'articuler. Puis je vous rappelle également l'info de cette soirée, c'est cette rencontre tripartite dont voici une photo qui a lieu en ce moment à Amman entre Kerry, Netanyahou et le roi Abdallah II. Rencontre qui n'est pas encore terminée. On se retrouve dans un instant, restez avec nous.